Frédéric Valletoux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour l'invité Actu de la politique, c'est clair. Député Horizon de Seine-et-Marne, président de la Commission des Affaires sociales et ancien ministre de la Santé. C'est vous qui avez examiné ce texte sur la fin de vie, l'aide à mourir notamment. L'article 1er a été adopté hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un nouveau droit qui est créé pour nos concitoyens ? C'est en tout cas une possibilité d'être accompagné dans des douleurs qui sont des douleurs insurmontables, dans un pronostic qui est un pronostic aussi, je veux dire, qui est pour des personnes qui sont vraiment touchées par la maladie, en pronostic avancé. Et donc, c'est la volonté d'améliorer l'accompagnement de ces malades. C'est-à-dire d'aller presque 10 ans après la loi Claes-Leonetti, qui permet, à travers la sédation profonde et continue, d'accompagner la fin de vie, eh bien, de passer un palier supplémentaire pour effectivement venir compléter ce qui était déjà une avancée majeure. Voilà. Mais c'est pour ça que la discussion est longue. On a voté les 3 premiers articles. On attaque le 4e qui définit les contours. On s'est arrêté hier soir à minuit. On reprend lundi à 9h sur ce sujet. On définit les conditions d'éligibilité. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel eh bien, les discussions sont longues parce que, évidemment, il faut que ce soit très encadré. C'est très encadré. En tout cas, c'est le souhait que moi j'ai. C'est le souhait que vous aviez parce que vous aviez des réticences, vous, notamment avant ce vote, en commission des affaires sociales, notamment. Oui. Enfin, vous l'aviez exprimé. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Parce que vous l'avez voté hier dans l'hémicycle, c'était j'ai voté les 3 premiers articles, mais il y en a une quinzaine, une vingtaine. Donc, je définirai mon vote au vu de ce qui aura été au final voté. Moi, mon intention, c'est effectivement qu'on puisse améliorer l'accompagnement des malades, mais effectivement, la manière dont on va encadrer, les critères qui vont être votés, la manière dont on va définir précisément la collégialité médicale qui doit être autour du patient, les conditions de protection des patients, de manière à ce qu'effectivement le libre arbitre jusqu'au bout des patients soit respecté. La manière dont on va aussi accompagner et protéger dans leur mission les soignants qui vont devoir à un moment prendre des responsabilités en donnant leur avis sur les cas qui leur seront soumis et sur un certain nombre d'autres sujets. Moi, je serai vigilant et ça déterminera clairement mon vote. Parce que là, vous avez voté cette aide à mourir, mais vous ne voterez pas forcément l'ensemble du texte, de la proposition de loi. C'est pas sur un article parmi une vingtaine qu'on peut définir effectivement son adhésion totale au droit à mourir. C'est vraiment l'ensemble des conditions qui feront qu'on ouvrira plus ou moins grand la porte, je le redis, de cet accompagnement-là. Et évidemment, c'est déterminant puisque c'est au vu de l'ensemble des conditions qu'on pourra juger. En tout cas, il y a quelque chose qui est une avancée, c'est cette substance létale qui sera auto-administrée par le patient et très rarement par un soignant. C'est ce qu'on appelle l'exception d'euthanasie, c'est-à-dire effectivement dans le texte, et ça faisait partie des choses qui ne me plaisaient pas, qui avaient été votées en commission des affaires sociales, il y avait un amendement de la France insoumise qui effectivement faisait que l'accès à l'aide à mourir passait soit par l'auto-administration, soit par le recours à un soignant, infirmier ou médecin. Les médecins le souhaitent pas. L'Ordre des médecins a été très clair dans ses positions depuis plusieurs années sur le sujet. Et l'intervention d'un médecin doit être effectivement l'exception pour quelqu'un qui ne peut pas s'auto-administrer effectivement un produit létal. Mais cette exception d'euthanasie devait être bien définie comme étant effectivement un recours exceptionnel et non pas le droit commun. C'est ce qu'effectivement par amendement, et on a été plusieurs à déposer cet amendement, ça a été rectifié hier, donc ça fait partie des points de vigilance que j'évoquais, que j'ai toujours, mais qui hier sur ce seul volet-là, pour moi en tous les cas, ont sauté. Le Sénat risque de s'opposer à ce texte. Est-ce que vous pensez qu'il ira au bout, qu'il sera voté avant la fin du quinquennat ? Le cheminement va être long, puisque sur un texte comme ça, on ne peut pas déclarer l'urgence, c'est-à-dire le gouvernement ne peut pas demander une seule lecture dans chacune des assemblées. Il faut laisser jusqu'au bout la discussion parlementaire se faire. Oui, donc ça va être long, puisque le Sénat ne pourra s'emparer de ce sujet qu'à l'automne. Ça veut dire que ça n'est qu'au printemps prochain qu'il y aura une deuxième lecture à l'Assemblée. On est dans un quinquennat qui se termine et dans des conditions politiques qui sont difficiles. Moi, je ne souhaite pas par principe que ce texte soit bloqué. Je pense qu'à partir du moment où il permet des avancées, et ce sont des avancées réelles pour ceux qui sont confrontés à des douleurs insurmontables qu'on ne peut pas effectivement qu'on ne peut pas soulager, eh bien, il faut que ce texte puisse aller au bout. Mais la discussion
discussion va effectivement être très longue. Emmanuel Macron a annoncé un référendum en cas de blocage au Parlement. Le parlementaire que vous êtes, il se sent dépossédé un peu de ses pouvoirs? Non, je souhaite pas le blocage. Et je voudrais d'ailleurs dire, je ne sais pas si beaucoup de gens suivent la discussion que nous avons en ce moment à l'Assemblée, mais elle est vraiment d'un sérieux et j'allais dire d'un respect qui est d'ailleurs été souligné sur l'ensemble des bancs. Parce que ce sont des sujets difficiles. Et donc, notre Assemblée, et ça fait du bien de retrouver, j'allais dire, le sens d'un débat apaisé, à retrouver l'image d'une Assemblée qui discute vraiment de fond, s'écoute les uns les autres. Je ne dis pas que par moment, la fatigue et certains arguments peuvent susciter parfois un peu de levée de bouclier, de crispation dans le débat, mais c'est normal, c'est le débat démocratique. Mais sur le fond, il y a vraiment un profond respect de la vie de chacun. Il y a beaucoup d'écoute. Il y a des arguments vraiment qui vont au fond et ça fait du bien de retrouver un débat de ce type. Je voudrais vous interroger sur la proposition de loi de Guillaume Garot. C'est une proposition de loi transpartisane qui vise à contraindre l'installation des médecins. Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition-là? Et en parallèle, il y a au Sénat une proposition de loi du sénateur Mouillet qui, lui, vise à demander à ce que les médecins fassent 2 jours par mois dans un désert médical. Laquelle préférez-vous, finalement? Bon, alors déjà, d'avoir 2 propositions de loi dont on ne sait pas très bien laquelle est soutenue par le gouvernement. Le Premier ministre a d'abord dit qu'il soutenait l'idée de régulation à l'installation des médecins qui était proposée par Guillaume Garot 2 jours avant, ou même la veille de l'examen à l'Assemblée, pour dire ensuite le contraire. Enfin, tout ça est très confus. Ça, malheureusement, de ce point de vue-là, la santé n'échappe pas à certaines confusions qu'on retrouve dans le pilotage des politiques gouvernementales. On ne sait plus très bien où est la ligne. Mais au-delà de ça, effectivement, on va se retrouver avec 2 textes. Un texte de Guillaume Garot qui, pour moi, est un chiffon rouge. C'est-à-dire, on fait croire que par le vote de la régulation à l'installation, on résoudra le problème de l'accès aux soins des Français, on facilitera l'accès aux docteurs, alors même que le sujet, c'est le manque de médecins, et que d'y répartir différemment, je veux dire, en fait, il y a des déserts, la difficulté, pratiquement partout 90% en France, du territoire est un désert médical. Donc on va répartir la misère, mais on rendra aucun territoire riche en médecins. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc on va faire croire qu'on vote une solution qui est une solution qui n'en a pas. La seule solution, c'est d'avoir plus de médecins qui traitent les Français. Et la deuxième proposition de loi, c'est une version, je vais dire, plus light d'une semblant de régulation où on envoie les médecins travailler 2 jours par semaine. Mais est-ce qu'un médecin à qui on paye des études de médecine, un étudiant, est-ce qu'il ne doit pas apporter sur le fond, un peu à moi, la solidarité nationale? Je ne suis pas contre à ce qu'on invente une régulation. Je ne suis pas contre l'idée de dire on doit bien répartir les forces médicales sur le territoire. Mais pour ça, il faut avoir des médecins à répartir. Et le sujet, je le répète aujourd'hui, c'est de former plus de médecins, d'infirmières, parce qu'on manque de paramédicaux, on manque de médecins. Édouard Philippe était à Marseille hier pour un meeting. Il a évoqué quelques idées en vue de 2027, le retour de la double peine, des peines courtes, des peines planchées. Il a aussi dit que pour gagner, il faudrait travailler plus, pour gagner plus. Ça fait partie ça fait des mois en fait qu'il travaille à ces sujets-là et à 2027. Et on a l'impression qu'il nous resserre un peu les vieilles lunes de Nicolas Sarkozy. Vieille lune de Nicolas Sarkozy, non. Il a, sur le sujet de la justice, comme d'ailleurs sur le sujet de la manière de gouverner qu'il avait abordé dans son discours à Lille il y a 1 mois et demi, il montre ce qui sera l'ossature de son programme présidentiel. Et sur la justice qu'il a dit hier, sur les peines courtes, l'obligation de peine courte sur la lutte contre les narcotrafics, en soutenant l'action du gouvernement, mais en allant beaucoup plus loin sur les peines planchées, dont que ne veut pas voir la majorité. Qui avait été supprimé par François Hollande, et la majorité avait présenté un texte élaboré par Naïma Moutchou il y a quelques mois. Horizon, avait présenté un texte que la majorité du bloc central avait refusé. Donc non, ça n'est pas des vieilles lunes, mais c'est la volonté, effectivement, la suppression du juge d'application des peines, ça n'est pas une vieille lune. Donc il y a dans les propositions des choses qui sont novatrices. En tout cas, il y a la volonté de continuer à égrener, et c'est bien le but, ce qui sera un programme présidentiel pour Édouard Philippe pour 2027. Quand il dit qu'il faudra travailler plus, ça veut dire qu'il faudra travailler plus longtemps, ça veut dire au-delà de 64 ans, il faudra remonter encore. Mais il faudra reposer la question des retraites. Inévitablement, on
on va répéter ce qu'on répète depuis que le sujet des retraites est dans le débat politique. Mais à partir du moment où on vit on vit plus vieux, on a une vie en bonne santé aussi qui est plus longue, et que l'ensemble de notre système social repose sur les cotisations des retraites, et qu'on constate qu'en France, on a une productivité au travail qui est parmi les plus faibles des pays développés. À partir de là, il y a un sujet de temps de travail global. Alors, est-ce que c'est un temps annuel? Est-ce que c'est un temps tout au long de la vie? C'est sans doute selon les secteurs et selon les métiers des choses à réfléchir. Mais en tous les cas, il y a un sujet retraite qui est devant nous, parce que malheureusement, on le sait, la réforme récente n'a pas réglé tous les problèmes. Elle n'a fait que repousser plus loin des sujets de financement de notre système de protection sociale et d'organisation des temps de travail qu'il faudra prendre à bas-le-corps. Et un débat présidentiel, c'est un mandat politique. Ça sera l'occasion de poser le sujet à nouveau devant les Français. Alors politiquement, Édouard Philippe a concentré ses attaques contre Laurent Wauquiez en parlant de Trumpisme au petit pied. Il évoquait la proposition des OQTF que Laurent Wauquiez veut envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça veut dire qu'en cas de victoire de Laurent Wauquiez à la présidence des Républicains, puisqu'on le saura ce soir, il n'y aura pas d'accord entre les LR et Édouard Philippe? Je ne sais pas, mais ce qui est quand même étonnant, c'est que cette campagne qui a démarré maintenant il y a plus de 2 mois, n'a pas permis de comprendre quelles étaient, par exemple, vous me parlez de Laurent Wauquiez, on pourra parler de M. Retailleau aussi, mais on n'a pas compris quelles étaient les idées de M. Wauquiez. 2 mois, pourquoi? À part cette idée, effectivement, d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, je veux dire, alors là, pour le coup, qui est quand même une idée de, je ne sais pas qui lui a soufflé cette idée. Mais malheureusement, cette campagne, on a l'impression que c'est une campagne pour rien. En tout cas, quand on la regarde de l'extérieur, peut-être que les militants LR sont contents. Ils ont doublé ou triplé le nombre de triplé, bon, le nombre d'adhérents, pourquoi pas. Mais je veux dire, campagne pour rien sur le plan des idées. Quelles sont, enfin, et ça, c'est vraiment. C'était quoi, une personnalité? On va voter sur une personnalité? Oui, on va sans doute voter pour une personnalité, mais bon. Enfin, Laurent Wauquiez nous a habitués. C'est un homme de tactique. C'est un homme qui a un rapport effectivement à la politique qui n'est jamais le combat des idées. Donc là, effectivement, il a centré ses attaques ces derniers jours sur Édouard Philippe, comme si Édouard Philippe l'obsédait. Sans doute qu'il a compris qu'il y a d'un côté un homme qui a une démarche qui est construite, avec un corpus d'idées qui se met en place et qui est très fort, et qui fédère surtout, tout autant que des qualités que visiblement lui n'a pas. Et quand on commence à n'exister que parce qu'on critique l'adversaire, c'est bien que ça renvoie au vide que soi-même on porte. C'est pas le cas avec Bruno Retailleau, par exemple. Est-ce qu'il pourrait y avoir un pacte? Est-ce que vous le souhaitez? Bruno Retailleau est quelqu'un, et il en fait la preuve en appartenant au gouvernement aujourd'hui, qui, sans renoncer à ses idées, est capable de comprendre que la vie politique, c'est aussi de discuter, de s'entendre et de porter ensemble une politique pour l'intérêt général et pour le pays. C'est-à-dire de ne pas faire croire que tout seul, dans un parti qui aujourd'hui a fait moins de 5% à la dernière élection présidentielle, un groupe qui, un groupe législatif qui, à chaque élection, quasiment diminue en nombre, eh bien, a compris pour Bruno Retailleau qu'il fallait rentrer dans une politique d'alliance. Mais il y a des discussions, là? Non, il n'y a aucune discussion, bien sûr que non, il n'y a aucune discussion. Bruno Retailleau fait sa campagne. Mais un ticket, Édouard Philippe à l'Élysée, Bruno Retailleau à Matignon, mais ça va dépendre. Vous savez, il y a 2 ans, il va se passer plein de choses, et peut-être qu'il y aura une obligation dans le camp des Républicains de pouvoir, effectivement, de devoir s'entendre pour porter des propositions et pour surtout incarner une politique qui donne de la stabilité à nos institutions. C'est ça qu'il faut. Très rapidement, une réaction à ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, c'est-à-dire une prison pour les narcotrafiquants très dangereux qui serait en Guyane. Écoutez, pourquoi pas? Il y a déjà eu des prisons dans les départements d'outre-mer. Pas le retour du bagne? Non, pas du tout. Et c'est surtout, on sait que la Guyane, du fait de sa situation géographique, en Amérique latine, près des Antilles, pas loin des États-Unis, et sur le chemin de flux de drogue qui sont importants. Et donc la Guyane est une porte d'entrée pour la drogue importante dans notre pays. Et ça n'est pas complètement idiot d'installer une prison à cet endroit. Merci Frédéric Valletoux d'avoir été avec nous ce matin, président de la Commission des Affaires sociales, ancien ministre de la Santé. Vous êtes député Horizon de Seine-et-Marne. Merci à vous.